20 médecins n'arrivent pas à sauver un milliardaire. Puis la femme de ménage autiste remarque ce qu'ils n'ont pas vu. Le cœur du magnate Daniel Richardson s'est arrêté pendant 32 secondes dans le centre médical le plus cher de Chicago. 20 spécialistes couraient dans les couloirs de marbre, leurs esprits brillants complètement perdus face à des symptômes qui défiaient toute logique médicale. Pendant ce temps, dans les coins sombres de l'hôpital, une femme de 37 ans observait chaque détail avec des yeux qui voyaient des motifs là où les autres ne voyaient que du chaos. Elena Martinez nettoyait les mêmes couloirs depuis 5 ans, toujours de nuit, toujours invisible. Son diagnostic d'autisme la rendait différente, mais lui conférait aussi un super pouvoir que personne ne reconnaissait, la capacité de remarquer des détails microscopiques et de relier des points qui échappaient même aux cerveaux les plus entraînés. Tandis que les médecins débattaient de théories complexes, elle remarquait des choses simples qu'ils ignoraient complètement. La première fois qu'Elena vit Daniel Richardson, il était transporté sur une civière par les ambulanciers. Du sang coulait de sa bouche, son corps convulsait violemment, et ses yeux se renversaient en ne montrant que le blanc. Les médecins criaient des ordres, les infirmières couraient avec du matériel, mais Elena perçut quelque chose que tous avaient manqué. Une odeur métallique particulière qui émanait du patient, différente de l'odeur habituelle du sang. Le docteur Harrison, chef de l'équipe médicale, rassembla les meilleurs spécialistes du pays. Des neurologues de Harvard, des toxicologues de Stanford, des cardiologues qui avaient sauvé des présidents. Tous arrivèrent à l'hôpital privé avec leurs théories élaborées et leurs équipements de pointe. Pendant qu'ils effectuaient des examens coûtant des milliers de dollars, Elena poursuivait sa routine de nettoyage, mais ses oreilles captaient chaque mot, chaque hypothèse, chaque résultat. Les symptômes étaient déroutants: perte soudaine de cheveux, douleurs abdominales atroces, neuropathie périphérique sévère et épisodes de confusion mentale qui rendaient le milliardaire méconnaissable. Pendant 3 semaines, les médecins testèrent tout: tumeurs cérébrales, maladies auto-immunes rares, virus exotiques, parasites tropicaux. Chaque examen revenait négatif, chaque théorie s'effondrait, chaque traitement échouait misérablement. Elena observait tout avec une fascination croissante. Son esprit autiste traitait l'information d'une manière unique, créant des connexions que les neurones typiques ne pouvaient pas former. Elle commença à prendre ses propres notes dans un petit carnet qu'elle cachait dans la poche de son uniforme. Des motifs émergeaient de données apparemment sans rapport. Les symptômes s'aggravaient toujours après les visites d'une personne précise, un homme bien habillé qui se présentait comme l'ami proche du patient. Thomas Blackstone rendait visite à Daniel Richardson religieusement, apportant toujours des cadeaux coûteux et affichant une inquiétude constante. Il pleurait dans les couloirs, consolait la famille, et proposa même de payer des traitements expérimentaux à l'étranger. Tout le monde le voyait comme un ami dévoué, mais Elena remarqua quelque chose de troublant. Ses larmes semblaient calculées, ses gestes d'affection mécaniques, et il touchait toujours aux affaires personnelles du patient avec une familiarité étrange. L'état de Daniel Richardson se détériorait rapidement. Il perdit 20 kilos en un mois, sa peau prit une teinte grisâtre, et il commença à avoir des hallucinations terrifiantes. Les médecins augmentèrent les doses de médicaments, introduisirent des thérapies expérimentales, mais rien ne fonctionnait. La famille était désespérée, les médias spéculaient sur une maladie mystérieuse, et les plus grands esprits de la médecine américaine admettaient être complètement perdus. Au cours d'une nuit particulièrement silencieuse, Elena nettoyait la chambre de Richardson lorsqu'il se réveilla en panique. Ses yeux croisèrent les siens, et pendant un instant, elle vit au-delà de la confusion mentale. Il essaya de parler, mais sa voix sortit comme un murmure rauque. Elena s'approcha, brisant tous les protocoles, et entendit des mots qui changèrent tout: « Il est en train de me tuer. Thomas, ne fais pas confiance, s'il te plaît. » Les paroles du milliardaire résonnèrent dans l'esprit d'Elena pendant des jours. Son intuition autiste, affinée pour détecter les motifs et les incohérences, commença à former une hypothèse terrible. Elle se souvint de ses cours de chimie à l'université, avant que des problèmes financiers ne la forcent à abandonner ses études. Elle se rappela des cas historiques d'empoisonnement, des symptômes spécifiques, des méthodes anciennes mais efficaces. Thomas Blackstone n'était pas seulement un ami inquiet. Elena commença à le voir comme un prédateur calculateur, quelqu'un qui utilisait l'amitié comme un masque pour quelque chose de sinistre. Mais comment une simple femme de ménage autiste pouvait-elle convaincre 20 médecins renommés qu'ils étaient dupés par un assassin potentiel? Comment pouvait-elle faire croire à sa théorie alors qu'elle n'arrivait même pas à regarder les gens dans les yeux? La réponse vint lorsqu'Elena remarqua que Thomas apportait toujours le même cadeau à Daniel. Une crème hydratante coûteuse, importée de France, qu'il insistait pour que le patient utilise quotidiennement sur ses mains desséchées par les médicaments. Tout le monde trouvait le geste touchant, mais Elena vit quelque chose de différent. Une occasion parfaite d'administrer quelque chose de mortel de manière imperceptible. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont un esprit différent peut voir des vérités que d'autres ne peuvent pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres cas fascinants comme celui-ci. Elena était sur le point de découvrir que sa condition,
vu par beaucoup comme une limitation, serait exactement ce qui sauverait la vie d'un homme et démasquerait l'un des crimes les plus élaborés jamais commis dans un hôpital américain. Helena commença à enquêter sur Thomas Blackstone avec la même minutie qu'elle appliquait au nettoyage des couloirs. Son esprit autiste créa un système d'observation qui rivalisait avec n'importe quel détective professionnel. Elle mémorisa les horaires des visites, répertoria chaque geste suspect et documenta la corrélation entre sa présence et l'aggravation des symptômes de Richardson. Ce qu'elle découvrit la glaça de l'intérieur. Thomas Blackstone était un associé minoritaire dans l'entreprise de Richardson, mais les registres publics qu'Helena consulta à la bibliothèque municipale révélèrent quelque chose de troublant. Si Daniel mourait, Thomas hériterait du contrôle total d'un empire de 2 milliards de dollars. La motivation était claire comme de l'eau de roche, mais Helena avait besoin de preuves concrètes pour convaincre quelqu'un qu'un homme respecté était en réalité un meurtrier calculateur. Le docteur Harrison restait perplexe devant un cas qui défiait ses 30 années d'expérience. Il convoqua une réunion médicale extraordinaire, faisant venir des spécialistes d'autres pays. Helena observa la réunion depuis le couloir, feignant de nettoyer le même mètre carré pendant 40 minutes. Les médecins présentèrent des théories de plus en plus élaborées. Syndrome paranéoplasique caché, encéphalite auto-immune, intoxication aux métaux lourds d'origine inconnue. L'ironie était cruelle. Ils avaient raison concernant l'intoxication aux métaux lourds, mais ils cherchaient des sources environnementales inexistantes alors que le poison était administré juste sous leur nez. Helena ressentait une frustration croissante, une colère brûlante dans sa poitrine chaque fois qu'elle voyait Thomas jouer le rôle de l'ami inquiet tandis que Daniel Richardson dépérissait lentement. Lors d'une visite nocturne, Helena obtint sa première véritable confirmation. Elle nettoyait la salle de bain attenante à la chambre lorsqu'elle entendit Thomas chuchoter au téléphone. Ses paroles glacèrent sa colonne vertébrale. Ça fonctionne parfaitement. Les médecins n'ont pas la moindre idée. Dans quelques semaines, tout sera à moi. Helena enregistra la conversation sur son vieux téléphone portable, mais elle savait qu'un audio obtenu illégalement ne constituerait pas une preuve suffisante. Thomas Blackstone était un homme de 52 ans, apparemment prospère et respecté dans la communauté d'affaires de Chicago. Helena découvrit qu'il avait été marié 3 fois, et que toutes ses ex-épouses étaient mortes dans des circonstances considérées comme naturelles à l'époque. L'une mourut d'une insuffisance rénale soudaine, une autre de complications cardiaques inexpliquées, et la troisième d'une insuffisance hépatique idiopathique. Un schéma qu'un esprit entraîné à détecter des connexions pouvait seul percevoir. La découverte la plus choquante survint lorsqu'Helena accéda à d'anciens dossiers d'hôpitaux où Thomas avait travaillé comme consultant financier. Dans chaque établissement, il y avait eu des cas inexplicables de patients riches morts de maladies mystérieuses, toujours après avoir reçu des soins spéciaux de la part de proches. Helena comprit qu'elle avait affaire à un tueur en série qui utilisait les hôpitaux comme terrain de chasse, traquant des victimes vulnérables et fortunées. Daniel Richardson perdait la bataille. Son poids tomba en dessous de 60 kilos, ses cheveux disparurent complètement, et il développa des plaies qui ne cicatrisaient pas. Les médecins commencèrent à préparer la famille à l'inévitable, mais Helena ne voulait pas abandonner. Elle savait que chaque jour d'hésitation signifiait plus de souffrance pour un homme innocent et plus de chance pour Thomas de s'en tirer impuni. Le deuxième rebondissement arriva lorsqu'Helena découvrit qu'elle n'était pas la première à soupçonner Thomas. Une infirmière appelée Jennifer Webb avait pris des notes similaires 5 ans plus tôt, mais elle mourut dans un accident de voiture suspect 2 semaines après avoir tenté d'alerter les autorités. Helena trouva les notes de Jennifer cachées dans un casier abandonné de l'hôpital, des documents qui confirmaient ses propres soupçons sur les schémas d'empoisonnement. Helena comprit qu'elle courait le même danger que Jennifer. Thomas était plus intelligent et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé au départ. Il avait des connexions puissantes, des ressources illimitées et la capacité de faire disparaître des personnes problématiques. Mais Helena avait quelque chose que Jennifer n'avait pas. Un esprit autiste capable de penser de façon que Thomas ne pourrait jamais anticiper. La tension à l'hôpital atteignit son paroxysme lorsque Daniel Richardson tomba dans le coma. Les médecins déclarèrent qu'il lui restait au maximum 48 heures à vivre. Thomas pleura dramatiquement dans les couloirs, consola la famille dévastée et alla jusqu'à organiser une veillée où d'importants hommes d'affaires vinrent rendre un hommage anticipé. Helena observait le tout avec une répulsion croissante. Pendant la veillée, Helena remarqua que Thomas appliquait la crème sur les mains inconscientes de Daniel. Mais cette fois, elle était préparée. Grâce à un petit miroir positionné stratégiquement, elle parvint à filmer Thomas ajoutant une substance blanche à la crème avant de l'appliquer. Elle avait enfin une preuve visuelle, mais il lui restait à identifier le poison spécifique pour convaincre les médecins. Helena se rappela ses cours de toxicologie à l'université. Les symptômes de Daniel correspondaient à un empoisonnement au thallium, un métal lourd utilisé historiquement par des assassins parce que ses effets imitaient des maladies naturelles. Le thallium provoquait exactement les symptômes présentés par Daniel.
perte de cheveux, neuropathie, douleurs abdominales, confusion mentale et finalement, mort par défaillance multiviscérale. Cette découverte apporta un mélange de soulagement et de terreur. Helena savait enfin ce qui tuait Daniel Richardson, mais elle comprenait aussi que Thomas Blackstone était un assassin bien plus expérimenté et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Il avait perfectionné sa technique au fil des années, utilisant un poison rarement recherché dans les examens de routine parce que peu de médecins y pensaient comme possibilité. Helena faisait face à un dilemme terrible. Elle avait des preuves circonstancielles, mais pas de preuves définitives capables de convaincre une équipe médicale prestigieuse d'accuser un homme influent de tentative de meurtre. De plus, sa condition autistique la rendait anxieuse dans les confrontations sociales, surtout avec des figures d'autorité qu'il avait historiquement ignorées ou sous-estimées. Mais Daniel Richardson était en train de mourir, et chaque heure d'hésitation diminuait ses chances de survie. Helena devait trouver un moyen de prouver que Thomas empoisonnait le patient au thallium, convaincre les médecins de tester spécifiquement cette substance, et faire tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Elle savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance, et si elle échouait, Daniel et elle paieraient de leur vie. Helena transforma le petit placard de matériel de nettoyage du sous-sol de l'hôpital en son laboratoire clandestin. Grâce aux connaissances en chimie qu'elle avait acquises à l'université, elle commença à préparer des tests improvisés pouvant détecter le thallium. Son esprit autiste, qui traitait l'information différemment, trouva des solutions créatives que même les équipements les plus sophistiqués de l'hôpital n'étaient pas utilisés pour découvrir. La première tâche consistait à obtenir un échantillon de la crème que Thomas appliquait sur les mains de Daniel. Helena savait qu'elle devait être extrêmement prudente, car Thomas était toujours vigilant et le moindre mouvement suspect pouvait l'alerter. Pendant 3 nuits consécutives, elle observa ses comportements, chronométra chaque action et mémorisa chaque détail de sa routine. Helena découvrit que Thomas laissait toujours le pot de crème sur la table de chevet pendant exactement 12 minutes après l'avoir appliqué, tant qu'il l'utilisait pour parler à la famille dans le couloir. Ces 12 minutes constituaient sa fenêtre d'opportunité. Avec une petite seringue qu'elle avait empruntée à la poubelle médicale, Helena réussit à prélever une petite quantité de la crème suspecte sans que personne ne le remarque. De retour dans son laboratoire improvisé, Helena prépara une série de tests chimiques de base. Elle mélangea l'échantillon de crème avec des réactifs qu'elle avait obtenus du stock de l'hôpital, profitant de son statut d'employé invisible. Personne ne questionnait la femme de ménage autiste qui prenait des produits de nettoyage, même lorsque certains étaient des substances chimiques pouvant servir pour des analyses. Le premier test fut positif pour la présence de métaux lourds, mais Helena avait besoin de précision. Elle se souvint d'une ancienne méthode de détection du thallium qu'elle avait apprise en cours de chimie analytique. La réaction avec l'iodure de potassium créait des cristaux caractéristiques observables au microscope. Helena n'avait pas de microscope professionnel, mais improvisa en utilisant la loupe du département de maintenance et un éclairage dirigé. Les cristaux apparurent exactement comme elle l'espérait. La forme et la couleur inconfondables du thallium. Helena ressentit un mélange de satisfaction et de terreur. Elle avait la preuve chimique, mais faisait maintenant face à un défi encore plus grand, convaincre les médecins de la prendre au sérieux. Une femme de ménage autiste accusant un homme d'affaires respecté d'empoisonnement ne serait pas reçue avec crédibilité automatique. Helena élabora une stratégie complexe. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement frapper à la porte du docteur Harrison avec ses découvertes. Elle devait créer une situation où les médecins arriveraient aux mêmes conclusions de manière apparemment indépendante. Son esprit autiste, excellent pour planifier des systèmes complexes, commença à orchestrer une série de coïncidences qui guideraient les spécialistes dans la bonne direction. Tout d'abord, Helena laissa, accidentellement, un article scientifique sur l'empoisonnement au thallium dans la salle des médecins. L'article décrivait des cas historiques avec des symptômes identiques à ceux de Daniel Richardson. Elle plaça le document comme s'il avait été oublié par un résident, soulignant des passages spécifiques correspondant exactement au tableau clinique actuel. Deuxièmement, Helena commença à poser des questions apparemment innocentes aux infirmières sur les moments où les symptômes de Daniel s'aggravaient. Elle savait que les infirmières finiraient par commenter ses observations aux médecins, semant des graines de suspicion sur des schémas temporels que personne n'avait remarqués auparavant. Sa stratégie était de faire en sorte que les professionnels eux-mêmes découvrent les connexions. Troisièmement, Helena eut accès au registre de visites de Daniel et créa une liste détaillée des corrélations entre les visites de Thomas et les épisodes de détérioration clinique. Elle laissa ses notes oubliées dans des endroits stratégiques où les médecins résidents les trouveraient, leur faisant croire qu'un collègue enquêtait sur des schémas suspects. Pendant cette période de préparation, Helena affronta ses propres démons intérieurs. Sa condition autiste la rendait profondément mal à l'aise dans les situations de confrontation sociale. Elle pratiqua des conversations imaginaires devant le miroir, se préparant au moment où elle devrait parler directement au médecin.
Chaque simulation mentale l'aidait à surmonter l'anxiété qui menaçait de la paralyser. Helena découvrit également quelque chose de perturbant sur Thomas Blackstone, qui changea complètement sa compréhension de l'affaire. En parcourant d'anciens registres de l'hôpital, elle trouva des preuves que Thomas avait fait des dons substantiels au centre médical au cours des 5 dernières années. Ces dons coïncidaient de manière suspecte avec des périodes où des patients riches mouraient de causes inexpliquées. Helena comprit que Thomas n'était pas seulement un meurtrier, mais qu'il avait systématiquement corrompu l'institution. Cette découverte la terrifia. Si Thomas avait une influence financière sur l'hôpital, Helena pouvait marcher dans un piège. Mais Daniel Richardson était littéralement en train de mourir, et elle était la seule personne à connaître la vérité. Helena prit une décision qui déterminerait non seulement le destin de Daniel, mais aussi le sien. Elle confronterait directement les médecins, risquant tout dans un dernier coup. Helena prépara un dossier complet avec toutes ses découvertes. Photos de Thomas appliquant la crème contaminée, résultats de ses tests chimiques improvisés, corrélation temporelle entre visites et symptômes, registre des morts suspectes liées à Thomas, et les notes de l'infirmière Jennifer Webb. Elle organisa tout de manière méticuleuse, utilisant son attention autiste aux détails pour créer un dossier irréfutable. Mais Helena savait que présenter des preuves ne serait pas suffisant. Elle devait choisir le moment parfait et la bonne personne pour recevoir ces révélations. Après avoir observé la dynamique de l'équipe médicale pendant des semaines, elle identifia la docteure Sarah Chen, une jeune toxicologue récemment arrivée à l'hôpital et qui n'était pas encore influencée par la politique interne ou l'influence de Thomas. Helena découvrit que la docteure Chen avait l'habitude de remettre en question les protocoles établis et avait publié des recherches sur la détection de poisons rares. Plus important encore, elle n'avait reçu aucun don de Thomas et n'avait aucune raison de le protéger. Helena décida que la docteure Chen serait son alliée dans le combat final contre un meurtrier qui avait trompé 20 brillants médecins. La préparation finale consistait à créer une situation où Helena pourrait approcher la docteure Chen sans éveiller les soupçons de Thomas ou d'autres médecins seniors. Helena découvrit que la docteure Chen restait souvent seule dans le laboratoire de toxicologie après les heures de travail, examinant des cas complexes. Ce serait l'occasion parfaite pour Helena de présenter ses preuves à un esprit scientifique capable de comprendre la gravité de la situation. Helena répéta sa présentation des dizaines de fois, anticipant chaque question que la docteure Chen pourrait poser et préparant des réponses claires et objectives. Elle savait qu'elle n'aurait que quelques minutes pour convaincre la toxicologue avant qu'une interruption survienne ou que Thomas découvre ce qui se passait. Tout le destin de Daniel Richardson dépendrait de sa capacité à communiquer des découvertes complexes de manière convaincante. Helena trouva la docteure Sarah Chen seule dans le laboratoire de toxicologie à 11h30 du soir. Ses mains tremblaient lorsqu'elle frappa à la porte, mais sa détermination était inébranlable. La docteure Chen leva les yeux de ses microscopes, surprise de voir la timide femme de ménage qui évitait toujours le contact visuel. Helena prit une profonde inspiration et prononça les mots qui allaient tout changer. « Docteur, je sais ce qui tue Daniel Richardson, et je sais qui le fait. » La docteure Chen manifesta d'abord du scepticisme, mais quelque chose dans l'intensité du regard d'Helena la fit s'arrêter et écouter. Helena présenta son dossier méticuleusement organisé, expliquant chaque preuve avec une précision scientifique qui surprit complètement la toxicologue. Les tests chimiques improvisés, les corrélations temporelles, les photographies compromettantes de Thomas et les dossiers historiques de décès suspects créèrent un cas irréfutable. La réaction de la docteure Chen fut un choc croissant. Elle prit les échantillons de crème qu'Helena avait collectés et les soumit immédiatement à des tests spectrométriques professionnels. Les résultats confirmèrent la présence de niveaux létaux de thallium, des concentrations si élevées qu'une administration délibérée et prolongée seule pouvait les expliquer. La docteure Chen comprit qu'elle était en présence de preuves de tentative de meurtre prémédité. Mais Thomas Blackstone avait détecté la menace. Il observa Helena entrer dans le laboratoire de toxicologie et comprit immédiatement que ses plans étaient en danger. Avec le sang-froid d'un prédateur expérimenté, Thomas activa un plan de contingence qu'il avait préparé pour des situations exactement comme celle-ci. Il appela ses contacts influents à l'hôpital et commença à orchestrer la destruction de la crédibilité d'Helena. La docteure Chen tenta de contacter immédiatement le docteur Harrison, mais découvrit que Thomas était arrivé le premier. Harrison reçut un appel de Thomas affirmant que une employée mentalement instable répandait des théories complotistes dangereuses à son sujet. Thomas utilisa des dons passés et des connexions politiques pour créer une narration dans laquelle Helena était présentée comme une personne autiste au délire paranoïaque. La situation devint une course contre la montre. Pendant que la docteure Chen confirmait les tests de thallium, Thomas mobilisa son réseau d'influence pour discréditer Helena avant qu'elle ne puisse présenter ses preuves. Il convainquit l'administrateur de l'hôpital d'envisager de licencier Helena pour comportement inapproprié et alla jusqu'à suggérer une hospitalisation psychiatrique obligatoire.
Elena se rendit compte qu'elle était acculée lorsque des agents de sécurité apparurent dans le laboratoire avec l'ordre de l'escorter hors de l'hôpital. Mais la docteure Chen avait vu suffisamment de preuves pour savoir qu'Elena disait la vérité. Dans un acte de courage qui définirait sa carrière, la docteure Chen se plaça entre Elena et les agents, déclarant que les découvertes étaient scientifiquement valables et nécessitaient une enquête immédiate. La confrontation s'intensifia rapidement lorsque Thomas arriva personnellement au laboratoire, accompagné du docteur Harrison et d'autres médecins seniors. Thomas joua parfaitement le rôle de victime injustement accusée, parlant avec des larmes dans les yeux de la calomnie dont il était victime par une employée instable, tandis que son meilleur ami mourait. Sa performance fut si convaincante que même le docteur Harrison commença à douter des preuves. Mais Elena avait préparé un moment décisif. Elle avait programmé son téléphone pour sonner exactement à minuit, diffusant l'enregistrement de la conversation téléphonique où Thomas admettait empoisonner Daniel. Sa voix résonna dans le laboratoire. Ça fonctionne parfaitement. Les médecins n'ont aucune idée. Dans quelques semaines, tout sera à moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas tenta de nier l'authenticité de l'enregistrement, prétendant une manipulation numérique, mais la docteure Chen avait déjà confirmé les niveaux létaux de thallium dans les échantillons. La combinaison de preuves physiques irréfutables et d'une confession enregistrée créa un cas que même l'influence de Thomas ne pouvait détruire. Le docteur Harrison, réalisant l'ampleur de son échec à diagnostiquer un empoisonnement évident, ordonna immédiatement des tests d'urgence au thallium dans le sang de Daniel Richardson. Les résultats revinrent en moins d'une heure, des niveaux toxiques extrêmement élevés, confirmant que le patient était systématiquement empoisonné depuis des mois. La révélation dévasta toute l'équipe médicale. Elena révéla alors sa quatrième et plus choquante découverte. Thomas n'agissait pas seul. Elle avait identifié une infirmière senior, Margaret Foster, qui recevait des paiements réguliers de Thomas via une société écran. Margaret était responsable de s'assurer que les médecins ne testaient jamais spécifiquement le thallium, sabotant subtilement toute enquête pouvant mener dans la bonne direction. Le réseau de corruption était plus vaste que quiconque ne l'imaginait. Thomas avait passé des années à s'infiltrer dans l'hôpital, achetant des loyautés et créant un système parfait pour éliminer des victimes riches sans être détectées. Elena découvrit des dossiers d'au moins 12 patients riches décédés dans des circonstances suspectes au cours des 5 dernières années, tous présentant les mêmes symptômes d'empoisonnement au thallium. La docteure Chen lança immédiatement le protocole de traitement de l'empoisonnement au thallium pour Daniel Richardson. Le bleu de Prusse, l'antidote spécifique, fut administré à forte dose tandis que les équipes médicales travaillaient à stabiliser ses organes endommagés. Elena observa depuis le couloir alors que les mêmes médecins qui l'avaient ignoré pendant des années luttaient pour sauver la vie d'un homme qu'elle avait correctement diagnostiqué. La police arriva dans les 2 heures. Thomas Blackstone fut arrêté en flagrant délit, alors qu'il tentait de fuir l'hôpital avec une valise pleine d'argent et de documents compromettants. Margaret Foster fut retrouvée en train de tenter de détruire des dossiers médicaux, prouvant sa participation au stratagème. Tous deux furent inculpés de tentatives de meurtre, de complot et de multiples chefs de meurtre liés au décès précédent. Daniel Richardson commença à se rétablir dans les 48 heures suivant le début du traitement correct. Son état s'améliora de manière spectaculaire une fois le thallium éliminé de son système. Les médecins furent choqués de réaliser combien de temps ils avaient été trompés, ne parvenant pas à diagnostiquer un empoisonnement relativement simple tout en cherchant des maladies exotiques inexistantes. Elena devint instantanément le centre de l'attention. Les journalistes voulaient l'interviewer, les médecins lui présentèrent des excuses, et l'administration de l'hôpital offrit promotion et compensation financière. Mais Elena se préoccupait surtout d'une chose: s'assurer que Daniel Richardson survécut pleinement et que d'autres patients ne deviennent plus jamais victimes de prédateurs comme Thomas Blackstone. Le rebondissement final survint lorsqu'Elena découvrit que Thomas avait également tenté de l'empoisonner. Des tests sanguins révélèrent des traces de thallium, administrées via des produits de nettoyage contaminés qu'il avait remplacés dans son placard. Elena n'avait survécu que parce que son exposition était moindre et que ses connaissances lui avaient permis un traitement précoce. Elle sauvait littéralement la vie de Daniel tout en luttant contre le même poison dans son propre corps. 3 mois plus tard, Elena Martinez était assise au premier rang du tribunal, observant Thomas Blackstone être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès révéla l'étendue complète de ses crimes. 17 victimes sur 15 ans, un empire construit sur des meurtres calculés et un réseau de corruption qui s'était infiltré dans plusieurs institutions de santé. Elena ressentait un mélange de soulagement et de tristesse, sachant que son intervention avait sauvé Daniel, mais était arrivée trop tard pour de nombreuses autres victimes. Daniel Richardson se rétablit complètement, mais l'expérience le transforma profondément. Il alla personnellement remercier Elena, non seulement pour avoir sauvé sa vie, mais pour la leçon d'humilité qu'il avait reçue.
Un milliardaire qui avait toujours vécu entouré de personnes acceptant tout ce qu'il disait apprit que la vérité pouvait venir des lieux les plus inattendus et des personnes les plus sous-estimées par la société. Elena découvrit que sa vie avait changé de façon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Daniel Richardson créa une fondation à son nom, destinée à identifier et soutenir les talents cachés dans des positions socialement invisibles. La Fondation Elena Martinez pour Esprit Extraordinaire offrait des bourses d'études aux employés d'hôpitaux, aux agents d'entretien, au personnel de sécurité et à d'autres personnes dont le potentiel intellectuel était ignoré en raison de leur position sociale ou de leurs conditions neurologiques. La docteure Sarah Chen devint la mentor d'Elena, l'aidant à se réinscrire à l'université pour terminer sa licence en chimie. Elena découvrit que son esprit autiste, toujours considéré comme une limitation sociale, était en réalité un super-pouvoir scientifique. Sa capacité à détecter des motifs microscopiques, à traiter de grandes quantités de données et à maintenir une concentration intense sur les détails faisait d'elle une enquêtrice exceptionnelle. L'affaire transforma également les protocoles médicaux de l'hôpital. Le docteur Harrison, humilié d'avoir ignoré des preuves évidentes pendant des mois, mit en place un programme révolutionnaire où les employés de tout niveau étaient encouragés à contribuer avec des observations cliniques. Elena fut engagée comme consultante officielle, utilisant ses compétences uniques pour identifier des motifs que les médecins traditionnels pourraient manquer. Margaret Foster reçut 20 ans de prison et révéla des détails choquants sur la façon dont Thomas recrutait des complices. Il identifiait des employés en difficulté financière et les corrompait progressivement avec de petits paiements avant de les impliquer dans des crimes plus graves. Margaret avoua qu'au début, elle acceptait de l'argent juste pour oublier de mentionner certaines observations, mais qu'elle était finalement devenue une meurtrière active. Elena fit face à des défis inattendus avec sa nouvelle notoriété. Les journalistes la suivaient constamment, les offres d'emploi arrivaient quotidiennement, et elle devint un symbole involontaire pour la communauté autiste mondiale. Initialement, cette attention la rendait extrêmement mal à l'aise, mais Elena apprit à utiliser sa plateforme pour éduquer les gens sur les capacités uniques des esprits neurodivergents. L'enquête policière révéla que Thomas avait tué Jennifer Webb, l'infirmière qui avait tenté de le dénoncer 5 ans plus tôt. Il avait orchestré le « accident » de voiture qui la tua en utilisant des contacts criminels, éliminant la seule personne qui avait relié les indices avant Elena. Jennifer fut honorée à titre posthume comme héroïne, et sa famille obtint enfin justice après des années de soupçons non confirmés. Elena développa une relation spéciale avec la famille Richardson. Daniel l'invitait à des dîners réguliers, où elle rencontra sa femme Linda et leurs 2 enfants adolescents. Pour la première fois de sa vie, Elena expérimenta ce que c'était d'être véritablement valorisée pour ce qu'elle était, et non simplement tolérée malgré ses différences. La famille l'adopta comme tante d'honneur. L'hôpital créa le protocole Elena Martinez, un système dans lequel les observations de tout employé sur des motifs suspects sont formellement examinées par une équipe pluridisciplinaire. Le protocole a déjà permis d'identifier 3 cas de négligence médicale et 2 cas d'abus qui seraient passés inaperçus sous l'ancien système. Elena prouva que l'intelligence et la perception ne respectent pas les hiérarchies sociales. Elena retourna à l'université à 38 ans, mais cette fois comme une étudiante complètement différente. Son expérience pratique lui donna une compréhension de la chimie que peu de ses pairs possédaient. Les professeurs furent impressionnés par sa capacité à appliquer la théorie à des situations réelles, et Elena devint une star académique, publiant des articles sur la détection de poisons rares qui révolutionnèrent les protocoles d'investigation toxicologique. Pendant ses études, Elena découvrit sa véritable passion, la chimie médico-légale appliquée aux cas médicaux. Elle développa de nouvelles méthodes pour identifier les empoisonnements subtils, créant des tests plus sensibles et accessibles qui pouvaient être mis en œuvre dans des hôpitaux dépourvus de laboratoires sophistiqués. Son travail sauva des vies dans des communautés rurales où les ressources étaient limitées, mais où existaient des soupçons d'empoisonnement. Elena devint également une conférencière respectée, parlant de l'importance d'écouter les voix marginalisées dans les environnements médicaux. Ses présentations, initialement difficiles en raison de son anxiété sociale, évoluèrent vers des performances puissantes inspirant des publics internationaux. Elle apprit à transformer sa différence neurologique en une force communicative unique. 5 ans après l'affaire qui la rendit célèbre, Elena obtint son diplôme summa cum laude en chimie, avec une spécialisation en toxicologie médico-légale. Daniel Richardson assista à sa remise de diplôme, pleurant plus qu'elle-même. Elena était devenue non seulement une scientifique brillante, mais aussi une défenseuse des droits des personnes neurodivergentes et une voix puissante contre la discrimination institutionnelle. Elena établit son propre laboratoire de conseil, offrant des services d'investigation toxicologique aux hôpitaux, aux services de police et aux familles suspectant un empoisonnement. Son laboratoire employait exclusivement des personnes neurodivergentes, prouvant que les esprits différents étaient des ressources précieuses pour résoudre des problèmes complexes que les méthodes conventionnelles ne pouvaient traiter. L'histoire d'Elena inspira des changements législatifs.
Plusieurs États promulguèrent des lois exigeant que les hôpitaux mettent en œuvre des protocoles d'écoute pour les employés de tout niveau, reconnaissant que des observations précieuses peuvent provenir de n'importe qui, indépendamment de sa position ou de sa condition neurologique. La loi Elena Martinez devint un modèle national pour l'inclusion institutionnelle. Thomas Blackstone mourut en prison 2 ans après sa condamnation, victime d'autres détenus qui découvrirent ses crimes contre des personnes âgées et des patients vulnérables. Elena ne ressentit aucun plaisir à sa mort, seulement un soulagement de savoir qu'il ne pourrait plus jamais nuire à qui que ce soit. Elle visita la tombe de Jennifer Webb à l'anniversaire de sa mort, promettant de continuer à se battre pour que des voix comme les leurs ne soient plus jamais réduites au silence. La transformation d'Elena, d'agent d'entretien invisible à scientifique respecté, prouva que les sociétés gaspillent des talents lorsqu'elles jugent les gens sur leur apparence ou leurs conditions plutôt que sur leurs capacités. Son histoire devint une légende moderne sur la manière dont les esprits différents peuvent sauver des vies et transformer des systèmes lorsqu'on leur donne la possibilité de briller. Si vous avez été inspiré par l'histoire d'Elena Martinez et de la manière dont elle a transformé sa différence en super-pouvoir pour sauver des vies que des médecins renommés n'avaient pu sauver, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires sur des personnes extraordinaires qui ont changé le monde en restant exactement elles-mêmes, prouvant que de vrais héros peuvent émerger des endroits